D'ailleurs, sur ChatGPT, c'est assez intéressant puisqu'on a accès à pas mal de données sur comment on ressort dans ChatGPT et comment les utilisateurs cliquent. Et en fait, on a aujourd'hui d'assez bons taux de conversion sur les lecteurs qui viennent de ChatGPT. En fait, les conversions sont meilleures que, par exemple, chez les lecteurs qui viennent de Discover sur Google. Ok. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue. Quentin, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être au micro de Product Leader Stories. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est tout simplement de te présenter et de nous expliquer un petit peu qui tu es. Écoute, merci, enchanté et puis très content d'être là. Moi, je suis Quentin, du coup, je suis directeur du produit et de l'audience pour Le Monde. Je suis arrivé là-bas en 2022, donc ça fait 4 ans. Qu'est-ce que c'est d'être directeur du produit et de l'audience pour Le Monde? C'est d'abord s'occuper de la stratégie produit du Monde avec mes équipes, bien sûr, donc une équipe de product manager et une équipe de product designer et d'UX researcher, afin d'essayer de concevoir des produits numériques qui créent de la valeur pour nos lecteurs, qui les engagent, qui les fidélisent, et des produits numériques qui vont aussi avoir un impact sur les objectifs que l'entreprise se fixe. Le Monde, on est quand même aujourd'hui le premier quotidien français. On a à peu près 20 millions d'utilisateurs uniques en France qui consomment de l'actualité sur nos produits numériques. Et donc, on doit apprendre à les servir pour leur donner de la valeur, mais aussi à monétiser cette lecture qui est faite par eux à travers différents leviers de revenus qui peuvent être la publicité ou l'abonnement principalement. Et on a aussi un petit peu de diversification. Voilà. Et ça, j'ai parlé plutôt du produit et je m'occupe également de l'audience. L'audience du Monde, c'est quoi? C'est faire en sorte que sur ces produits numériques, on acquérisse et on fidélise des audiences qui peuvent venir de plein de canaux différents. Ça veut dire les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, mais aussi les accès en direct sur nos produits. Et l'audience est plutôt focalisée sur l'analyse de performance de la production éditoriale pour accompagner la rédaction, mais aussi l'engagement et la fidélisation de l'audience gratuite. On a une équipe abonnement qui est pas dans mon scope, qui elle se charge plus de payantiser ses lecteurs pour les transformer en abonnés. Ok, très clair. Et peut-être pour nous expliquer un petit peu ton parcours de Ouais. là, est-ce que tu es venu dans les médias par hasard ou non? Voilà, comment on se retrouve directeur produit au Monde et peut-être pourquoi, quelle mission, voilà, qu'est-ce que tu as envie d'apporter aussi Ouais. à travers ton métier. Alors, j'ai tendance à croire que je suis pas là par hasard. Il n'y a jamais de hasard. J'espère. Ou alors j'espère. des hasards heureux. Voilà, c'est ça, des hasards heureux. Mais c'est ma première expérience dans les médias, Ok. cela dit. Enfin, pas tout à fait. Alors, moi, j'ai commencé ma carrière plutôt en tant que dev, dans le service, dans le conseil. Voilà, j'ai travaillé dans une ESN pendant une dizaine d'années, où j'ai d'abord été développeur, puis tech lead, puis directeur de projet. Donc important, tu fais plutôt de la technique. Du coup. ouais, je viens de la tech. Donc ça, c'est sûr. Et c'est aujourd'hui, je pense... Tes forces, non Ouais, de mes forces, forcément, parce que l'environnement technologique, quand tu fais du produit et que tu maîtrises et que tu connais l'environnement technologique, c'est un facilitateur, c'est un accélérateur, c'est évident. Et ça aussi, je pense, fluidifie beaucoup mes relations avec les directions techniques ou avec les développeurs, etc. J'ai beaucoup bossé dans le e-commerce quand j'étais plutôt dans le service en tant que dev. J'ai bossé pour les Galeries Lafayette pendant plusieurs années, pour la Fnac aussi, où j'ai été tech lead et responsable de certains de leurs produits numériques côté développement. Et puis, après quelques années là-dedans, où j'étais plutôt responsable de compte pour gérer des développeurs chez différents clients, j'ai décidé de partir dans une entreprise qui fait de la musique en ligne, qui s'appelle Cobuzz en France, et qui fait du coup, c'est un service de musique en ligne, mais plutôt à destination des audiophiles, avec une très haute qualité audio, mais aussi des recommandations édito. Et finalement, ça a peut-être été mon premier contact avec un média, puisqu'il y avait une vraie partie média chez Cobuzz, avec une rédaction qui écrivait des critiques musicales, des biographies d'artistes, et qui faisait des recommandations musicales au sein du produit numérique de Cobuzz. Et l'approche était de dire, vous avez la meilleure qualité
qualité audio. Et vous avez également, pas de l'algorithme, mais des vrais choix éditoriaux pour écouter votre musique. Et moi, là-bas, je suis arrivé d'abord en tant que directeur technique. Et c'est là-bas qu'on a construit une casquette de directeur produit, parce qu'il y avait des product managers qui m'étaient rattachés. Et donc, c'est là que j'ai développé ma dimension vraiment spécialisée dans le produit, même si je le faisais déjà un petit peu dans le service. Et je suis resté 4 ans là-bas. Ça a été vraiment une expérience super, parce que quand tu as un tout petit pousset comme ça en France, et dans un domaine complexe, hyper compétitif, que tes concurrents en France partout s'appellent Spotify, Apple Music, Deezer, qu'ils ont des moyens décuplés par rapport à toi, mais que toi, tu as un abonnement qui vaut le double de leur offre, parce que notre abonnement, il était en qualité CD, en qualité high-res, qui est une qualité même supérieure au CD. Donc ça veut dire que tu dois offrir, quand ton abonnement coûte le double, tu dois offrir à tes auditeurs, à tes utilisateurs de ton produit, une qualité de service qui est soit minimum équivalente à celle que Spotify ou Apple Music pouvaient proposer, mais voire même un peu au-dessus. Donc c'était un sacré challenge, mais c'était une super aventure, où j'ai appris beaucoup sur le savoir-faire du produit, parce que c'était aussi quand même en construction. Et en France, à cette époque-là, c'est vraiment le moment où ça a commencé à éclore, si tu veux. Et donc, même des postes de directeur produit, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que j'ai été un des premiers à avoir ce titre-là, et j'ai commencé à rencontrer quelques pairs. Il commençait à y avoir des product managers, des product owners, ça faisait longtemps qu'on en avait, mais des product managers qui étaient vraiment orientés autour de la création de valeur et d'une politique plutôt orientée résultat. Comment mon produit a de l'impact sur la vie de mes lecteurs ou de mes utilisateurs, ou sur les objectifs de l'entreprise. Ça, c'était assez nouveau. Et puis après Cobuzz a été racheté. Puis après 2 ans après le rachat, je suis parti. Et après, j'ai bossé dans toute autre chose, une boîte qui faisait du cashback qui s'appelle Shopmium, où je suis arrivé là-bas pour monter une organisation produit. Et donc, ils ont créé un poste de directeur produit. Et là, l'idée, c'était d'arriver. Il y avait une grosse structure marketing, des structures technologiques, mais pas vraiment de produits. Et donc, c'était de monter ça. C'était aussi une expérience assez enrichissante. Et en 2022, je suivais Le Monde depuis un moment, parce que j'ai toujours eu envie de revenir un peu dans la partie média que j'avais connue chez Cobuzz. Mais là, c'est vrai que le défi de l'accès à l'information était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, parce que je pense que c'est un des enjeux de nos démocraties aujourd'hui. Et donc, c'était une source d'intérêt et de préoccupation majeure pour moi. Donc, je lisais énormément de médias, et je voyais que Le Monde n'avait pas de profil product. Et moi, j'étais assez convaincu que, même si, d'ailleurs, chez Shopmium, j'étais toujours directeur technique, en plus d'être directeur produit, je savais que j'avais sûrement envie de passer directement plutôt dans le produit uniquement, et au service d'un média. Donc, j'ai fait une candidature au Parisien une année sur un poste, c'était marrant, c'était peut-être, je pense que ça devait être en 2018, sur un poste de directeur technique, où je suis arrivé en shortlist à la fin, et où la directrice de numérique de l'époque m'a dit: mais c'est marrant parce que tu es directeur produit et directeur technique, mais qu'est-ce que tu préférerais faire? Et là, je lui ai dit: je crois que je préférerais faire du produit. Donc forcément, elle m'a pas pris. Et donc c'est vrai que ce cheminement, il a été utile, parce que je me suis dit: ok, j'ai envie de bosser dans un média, et j'ai vraiment envie de faire plus que du produit. Et un jour, au Monde, je voyais qu'il n'y avait pas de poste ils n'étaient pas encore orientés organisation produit. Et un jour, il y a eu une offre d'emploi sur un poste de directeur produit, où ils ont voulu mettre en place ces organisations produits orientées résultats, avec une structure produit et des product managers qui allaient gérer la stratégie produit. Et du coup, j'ai postulé. Et il se trouve que, avec le cheminement que j'avais fait, j'étais préparé. Et donc, j'ai pu faire une candidature qui a été jugée attractive pour ce poste où je suis depuis 2022. Chouette. Et du coup, tes objectifs, grande mission en tant que directeur produit, quelles sont-elles? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la typologie des produits, comment vous êtes organisé pour l'opérer au monde, etc. Ouais. Alors, quand je suis arrivé, ce qui était hyper intéressant aussi dans le rôle, c'était un peu comme ce que j'avais fait chez Shopmium. Il n'y avait pas d'orga produit. Donc, ils avaient cette ambition, ils savaient que c'est ça qu'ils voulaient faire, mais ils ne savaient pas comment le faire. Donc, ma feuille de route, ça a été de la créer, cette organisation produit. Il y avait déjà des product managers. Il n'y avait pas de product manager. Non. Alors, en fait, ils avaient identifié qu'il faudrait créer ce rôle de product manager qui avait déjà existé. Alors, il se trouve qu'au Monde, il y a déjà eu une direction de produit et des product managers, mais c'était arrivé je crois, c'était entre 2012 et 2017, je pense. Et en fait, pour différentes problématiques de gouvernance, il y avait eu des réorgs qui avaient fait disparaître ces fonctions. Et en fait, en 2022, ils sont à nouveau arrivés à la conclusion que c'était une fonction qui était nécessaire. Et donc, du coup, c'est là qu'ils ont créé mon rôle, et qu'ils ont aussi pris la décision de recréer le rôle de product manager.
Ils m'ont impliqué dans le recrutement des product managers, alors que j'étais pas encore arrivé. Du coup, j'ai pu recruter notamment le product manager de l'app. Et pour les 4 autres postes qu'on avait choisi de créer, ils avaient déjà identifié des personnes en interne qui étaient plutôt dans des fonctions marketing ou design qui auraient eu envie de prendre ces rôles-là. Donc moi, je suis arrivé avec ce collectif, mais c'était un collectif de product managers qui avait encore un savoir-faire assez faible en product management. Par contre, là où ils étaient très forts, c'est qu'ils connaissaient très bien le monde, que c'était des personnes qui avaient beaucoup de potentiel en plus. Et donc, du coup, ça a été aussi de les accompagner autour de la définition de ce rôle, de comment l'incarner, c'était quoi ses grandes missions, et puis de faire marcher toute l'organisation autour de ça. Donc, comment on construit une roadmap, comment on crée des équipes pluridisciplinaires avec du product management, du product design et du développement, et comment en plus on fait la publicité de tout ça au sein de l'organisation, que ce soit rédaction, publicité, communication, etc., afin que toute l'organisation comprenne comment le travail de construction du produit numérique allait se faire. Donc, on a fait le choix de créer 5 squads qu'on appelle feature team, mais c'est des squads, elles ont un périmètre donc qui peut être horizontal ou vertical. Donc, on a l'abonnement, on a l'application mobile, on a le site web, on a le CMS qui s'appelle Sirius, qui est pour la rédaction, pour publier et diffuser des contenus, et on a la data. Voilà. Okay, c'est un mélange de component team et de ouais, product team. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis horizontal et vertical. Ce qui se comprend, j'imagine que le CMS Edito, c'est costaud. Ouais, c'est costaud. Exactement. Tout à fait. C'est d'ailleurs, on s'est posé beaucoup de questions autour de notre organisation, du découpage. On l'a pas changé aujourd'hui. On est toujours un peu là-dessus. L'avantage de ce découpage-là, c'est qu'en fait, il est quand même en réalité, il est beaucoup par plateforme. Et donc, ça permet de rassembler les compétences technologiques au sein d'une même équipe. Donc, ça facilite un peu le travail pour la partie technique. Là où ça pose des challenges, c'est effectivement plus sur la partie product, parce que quand on parle d'abonnement, l'abonnement, c'est une journée, quoi. Et donc, oui, du coup, il traverse tout ça. Donc, effectivement, typiquement, sur le site web, si tu veux t'abonner, tu commences d'abord par lire un article, qui est donc un contenu éditorial. Après, tu as un paywall qui t'incite à t'abonner une fois que tu as lu le début, qu'on appelle un teaser. Et tout ça, c'est le périmètre de la feature team web. Puis une fois que tu cliques sur le paywall, tu pars dans le tunnel d'abonnement et là, tu arrives dans le périmètre de la feature team abonnement. Donc, c'est vrai que ça fait 2 product managers alors qu'on parle d'un seul parcours. Donc, parfois, alors on fait une synchro assez forte entre les PM, ils travaillent très bien ensemble, mais parfois c'est vrai qu'on s'est posé un peu la question de savoir si finalement faudrait pas passer plus sur une impact team ou des choses comme ça, mais c'est pas encore un choix qu'on a fait parce que de toute façon aucune organisation à mon sens n'est parfaite, elles ont toutes des avantages et des inconvénients, donc en fait globalement on arrive quand même à bien tenir nos réalisations de cette façon-là, quoi. Ok, très clair. Très clair, très chouette. Et du coup, aujourd'hui, avec cette mise en place et évoqué justement ce travail aussi peut-être de vulgarisation au global, où est-ce que vous en êtes dans la pratique du produit? Est-ce que tu vois encore des axes d'amélioration? Non, on a tout réussi. Non, bien, j'imagine que non, mais peut-être que tu peux te dire aussi, aujourd'hui, on a quand même une pratique produit complète, mais on souhaite pousser ou innover, mais... Alors, je pense qu'on peut être assez, fier du chemin parcouru qui a été fait avec mes équipes. Et en plus, je voudrais même rendre hommage aux responsables du produit qui sont Romain Dorget, Georges Aguet, Benoît Payen, Alessandra Danelli, qui sont dans le product management et dans le product design. Parce que globalement, avec eux, depuis 2022, on a vraiment progresser et changer la façon dont on construit nos produits numériques de manière quand même assez disruptive, assez radicale. Donc, que ce soit dans la démarche d'évaluation de l'impact orienté résultat, que ce soit dans la concertation avec l'ensemble des différentes parties prenantes, qu'elles soient tech, qu'elles soient éditoriales, qu'elles soient publicité, etc. Et que ce soit aussi dans la communication, dans la publicité qu'on peut faire des initiatives qui sont réalisées sur nos produits numériques. Je pense qu'il y a un monde entre ce qui pouvait être fait il y a 4 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, on l'a d'ailleurs un peu perçu parce qu'on a fait intervenir l'année dernière Rémi Guillot qui est venu passer une journée avec nous autour de... C'était un peu un audit et aussi un peu une mission de consulting autour de comment on peut encore optimiser mieux notre process de construction d'un produit numérique, mais
en particulier sur la phase de discovery, parce que on avait fait le choix d'appliquer la méthode de Tristan et Rémi, Discovery Discipline, pour structurer cette partie qui était pas encore hyper structurée chez nous, même on avait plein de bonnes pratiques, il y a plein de choses qu'on faisait, mais c'était pas encore vraiment frameworkisé, on va dire. Donc du coup, on l'a cadré, etc. Chaque équipe faisait un peu à sa sauce. Et voilà, donc là, on a quand même beaucoup plus cadré ça. On l'a aussi mis dans des supports. On s'est appuyé sur Notion pour tout formaliser au même endroit, avoir une base de documentation centralisée, avoir nos process à cet endroit. Donc ça a aussi beaucoup aidé. Et quand Rémi est venu, ce qui a été vachement intéressant, c'est qu'avec lui, on en a profité pour vraiment pousser les murs, quoi. Tu vois, enfin pousser les limites, pousser les curseurs de là où on était arrivé. Et il nous a quand même, et son audit nous a quand même aussi un petit peu conforté dans ce qu'on faisait déjà de manière plutôt avancée. Ouais. Ou artisanale à votre sauce. Ouais. Alors, il y a évidemment des choses qui sont très sur mesure qu'on fait et qu'on adapte à notre organisation, mais globalement, il nous a plutôt fait un retour qui montrait qu'on avait atteint une forme de maturité. Ok, il vous a tu vois. confirmé ce que... Voilà. Et mais bien sûr que ce qu'on a vu avec lui, qu'il y avait encore plein de choses qui étaient à améliorer, à optimiser. Et aujourd'hui, la direction du monde nous demande encore plus, notamment en termes de vélocité, en termes de suivi de l'avancement des projets, voilà, et en termes aussi de gouvernance. Il y a encore des équipes qui, des fois, restaient un petit peu loin du produit numérique. Donc, par exemple, la régie, la publicité fonctionnait un petit peu en silo encore, et nos équipes avaient parfois un petit peu de mal à les intégrer pleinement dans la construction des projets, peut-être parce que il y a eu historiquement parfois un peu une petite méfiance vis-à-vis de l'objet publicitaire qui, pour des équipes produits, n'est pas toujours perçu. Peut dégrader la relation. Exact. L'expérience, voilà, n'est pas toujours perçue comme quelque chose de valeur qui va améliorer le produit numérique, mais parce qu'effectivement, ça crée des frictions dans l'expérience utilisateur. Mais en même temps, c'est une des sources de revenus. Aujourd'hui, 25% à peu près du chiffre d'affaires du groupe Le Monde, enfin même pour du Monde, vient de la publicité. À peu près 50% vient de l'abonnement et à peu près 25% vient de la publicité. Alors, en fait, en réalité, moins sur le digital, c'est beaucoup le print, encore, la publicité print. Mais sur le digital, c'est quand même une partie. Donc bien évidemment, c'est une source de revenus incontournable. Et bien évidemment, elle a toute sa place dans la conception d'un produit numérique. Et plus on s'y implique d'ailleurs, plus on peut essayer d'influer pour que l'intégration publicitaire soit réussie et la plus intuitive et que ce soit pas quelque chose de monstrueux qui fait fuir les lecteurs, quoi. Donc voilà, donc ça, tu vois, il y a encore des progrès à faire là-dessus. Et puis je dirais, dernière chose, on s'en parlera peut-être un peu plus en détail après, mais on est dans un environnement en ce moment qui change énormément autour de nous. Après une relative accalmie, une période pendant 10 ans où on avait plutôt des planètes assez alignées pour favoriser le développement du numérique pour le monde, depuis un ou 2 ans, on est dans un écosystème qui bouge beaucoup plus avec l'émergence des intelligences artificielles génératives qui arrivent et qui sont arrivées et qui sont là et qui font que aujourd'hui il y a beaucoup plus de menaces potentielles et surtout ça s'accélère vachement, ça va à une vitesse. Donc de fait, inventer des produits numériques demain qui permettront de continuer à donner accès à une information fiable, rapide, vérifiée, sur lequel le lecteur peut avoir confiance, à la fois la mission est tout aussi importante et même encore plus importante qu'elle ne l'était avant, et en même temps, continuer à garder notre place de leader là-dessus reste un challenge fort, quoi. Voilà. Ouais, et puis on en parlait un petit peu en off ensemble. L'IA, ça vient de challenger la news versus la fake news, etc. Ce que tu me disais, c'est qu'une des forces du monde, c'est l'éditorialisation, c'est cette équipe, enfin cette historique là-dessus. Comment tu arrives je crois que c'est un des défis, à bien marier un métier qui est loin du numérique et qui est même défiant parce que c'est un métier de rédaction, que sont les journalistes, etc., avec un levier numérique et des équipes numériques qui, j'imagine, ne partagent pas forcément la même culture. Donc comment on arrive à travailler, collaborer avec des stakeholders qui sont peut-être un petit peu loin de notre réalité, donc leur réalité est loin de la nôtre. Bien sûr. Et comment on arrive à s'embarquer et à collaborer efficacement? Ouais. J'imagine que c'est un gros défi. C'est un gros défi. Non, mais c'est une très bonne question. Donc, c'est vrai que je travaille avec des journalistes depuis 2022. Mais d'abord, je voudrais quand même, ayant bossé dans le service pendant longtemps, c'est-à-dire pour des clients très différents, en fait, en réalité,
Un stakeholder, c'est un stakeholder. Un stakeholder, c'est un stakeholder. En fait, je veux dire, des gens qui captent comment on conçoit un produit numérique, en réalité, bah, t'as le challenge partout, en fait. Très faible, ouais. Voilà. Donc, ton métier au produit, c'est aussi de savoir être évangélisé, acculturé, être pédago. Et surtout, en plus, il y a aussi une problématique de posture. C'est-à-dire, comment est-ce que tu arrives à embarquer des gens qui ne connaissent pas à la fois les enjeux technologiques, la complexité, la démarche, la manière de faire pour concevoir un produit numérique qui soit performant et qui rencontre du succès auprès de ses utilisateurs. Donc, ce challenge, tu l'as partout. Il n'est pas, je dirais surtout pas qu'il est spécifique aux médias et que pour les médias, c'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Non, en fait, je crois pas. Par contre, les journalistes, c'est sûr que c'est une population qui a un niveau d'exigence élevé. D'abord, pourquoi? Parce que tout simplement, en plus, quand tu es journaliste au Monde, en général, t'es habité d'une excellence éditoriale dans la production de ton travail, parce que c'est ce qui est attendu par le monde, c'est ce qui est attendu par les lecteurs, et notre titre est reconnu pour son excellence journalistique. Donc tu as effectivement en face de toi d'excellents journalistes. Donc ce sont des interlocuteurs qui te forcent à avoir un niveau de jeu qui est élevé. Et si t'es pas à la hauteur, globalement, ça va être difficile de les embarquer avec toi. Parce que, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si toi, tu leur mets en avant ton expertise et aussi les réussites que tu arrives à accomplir, avec leur aide, bien sûr, c'est aussi des personnes qui savent reconnaître très bien ce savoir-faire et qui donc ensuite vont s'embarquer avec toi. Parce que, en fait, l'intelligence collective, elle est présente au monde. Et en plus, je pense qu'on a la chance dans cette entreprise d'avoir, ça peut paraître assez, c'est un peu personnel ce que je vais dire, ça peut paraître assez surprenant quand on parle du premier quotidien français, mais globalement, il n'y a pas vraiment de personnes qui ont des égos surdimensionnés. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. C'est ce que tu Donc, ressens. C'est dans la culture de l'entreprise. ouais, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gens qui ont une tête qui dépasse au-dessus. Je pense que il y a un sens du collectif qui est très fort au monde, qui peut-être empêche un peu ça. Alors après, bien sûr, dans les 550 personnes de la rédaction, tu as des journalistes qui sont un peu plus connus que les autres, un peu plus visibles, un peu plus exposés, qui sont brillants, etc. Après, nous, on travaille avec beaucoup d'entre eux, mais on a surtout une équipe de directeurs adjoints de la rédaction qui sont spécialisés dans les projets numériques et dans la transformation numérique. Et donc, ce sont nos principaux interlocuteurs sur nos différents projets. Donc, des relais, en fait, à haut niveau. Ouais, on a des personnes plutôt dédiées à ça. Donc, je pense à Alexis Delcambre, Emmanuel Chevalreau, Françoise Tauveau, Geoffroy Clavel. Ça, ce sont des personnes avec qui on travaille particulièrement et donc avec qui on a appris à construire une relation et aussi comment on construit un projet numérique et un produit numérique qui va permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, ils se sont aussi un peu acculturés à nos méthodes de travail. Voilà. Et après, l'autre élément qui est très important, je pense, c'est qu'il faut qu'on arrive aussi à leur montrer qu'on comprend leur métier. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas des journalistes, mais par contre, je pense que c'est une force. Moi, j'espère que c'est un des points qui a pu favoriser ma candidature quand j'ai postulé. C'est-à-dire qu'il faut, à mon sens, pour être un bon product manager ou même un bon product designer au monde, c'est qu'il faut comprendre pour quel journal tu travailles. Il faut savoir c'est quoi la ligne éditoriale du Monde. Il faut savoir quelle est sa mission. Il faut comprendre ce qu'on couvre et ce qu'on ne couvre pas. Une des missions du Monde, par exemple, c'est de permettre de comprendre le monde qui nous entoure, mais en se focalisant sur l'essentiel, pas sur ce qui est la distraction. Et Dieu sait que dans notre propagation de l'information aujourd'hui, ce qui est de nature juste à te distraire pour pas que tu regardes les choses qui sont réellement importantes, il y en a partout. Hein, voilà. Et donc c'est même une technique de certains hommes et femmes politiques que d'essayer de faire de la distraction pour cacher l'essentiel. Donc ça, il faut être en capacité de comprendre ça, et il faut être aussi en capacité de comprendre c'est quoi les contraintes du métier d'un journaliste. Et une fois que tu as réussi à t'imprégner de ça, et que eux, ils sentent qu'ils ont des interlocuteurs en face qui comprennent leur métier, qui savent ce que le monde produit. Moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir des product managers qui lisent le monde. Et ça, c'est une question que je pose toujours en entretien. Je leur demande quel est le média que tu lis et est-ce que tu es abonné, par exemple. C'est pas un red flag s'ils sont pas abonnés. Ça, on peut prendre mais un profil qui va avoir on va dire une adhésion faible à la matière exactement qui est produite par le monde, parce que moi aussi je leur dis parfois, vous savez, le vrai produit au monde, c'est le contenu qui est écrit par les journalistes, c'est pas nous.
Nous, on est l'écrin, Oui, en oui. fait, Tu en réalité. l'encapsules. Voilà, on le l'encapsule. Donc nous, évidemment, ça s'appelle produit, mais ce que les lecteurs viennent chercher c'est et édito. consommer, c'est ce qui a été produit éditorialement. Ça peut être un écrit, ça peut être une vidéo, ça peut être un podcast, mais c'est ça le vrai produit qu'ils achètent, Ouais. c'est le contenu, exactement. Voilà, donc il faut ça aussi, j'aime bien que mes équipes aient l'humilité de bien comprendre que c'est ça que les lecteurs achètent. Après, évidemment, l'expérience qu'il aurait proposée pour accéder à ça est très importante. Et ça, une fois que tu arrives à mon avis, à créer cette dualité entre un très haut niveau d'excellence dans dans le product management, dans le product design, une très bonne compréhension de ce qu'est la matière qui est produite par le monde, par cette équipe de journalistes, c'est là que ça match. Et c'est là que la collaboration, elle fonctionne bien entre l'édito et les équipes numériques. Ok, super clair. Et peut-être pour aller un cran plus loin, est-ce que pour que ce mariage fonctionne bien, vous avez dû adapter les démarches produits? Est-ce que voilà, il y a une manière de faire du produit dans les médias au contact d'équipes édito comme ça, ou même peut-être spécifique au monde avec la culture du monde, t'en parlais, que tu as vu naître ou que tu as vu opérer, ou en fait pas du tout, c'est gageons-nous d'avoir un bon niveau de product management et en face, ça répondra. Moi, je pense que comme on partait de zéro, peut-être pas tout à fait de zéro, parce qu'on avait des très bons développeurs et des... Oui, mais tu avais toute une équipe avec Mais il y avait toute une orga à faire. En fait, moi, j'ai été assez état de l'art, quoi, sur le product management. Donc, c'est-à-dire, on a vraiment structuré les choses. Ouais, on a mis en place des OKR, on a structuré la discovery avec Discovery Discipline. Voilà, on était en agilité sur la delivery. Donc, globalement... et c'est un peu, j'ai l'impression que le feedback que nous avait fait Rémi, c'est-à-dire que voilà, vous avez une maturité maintenant dans l'organisation qui est quand même assez, un peu les bonnes pratiques du product management, structuré, etc. Mais après, une fois que tu as ça c'est un socle de travail, c'est une référence. C'est pas ça qui va faire que tu vas réussir. Ah non, pas du tout, en fait. Après, à la fin, ce qui fait que tu réussis, c'est si tu as des personnes talentueuses dans tes équipes. Et moi, Dieu sait que j'ai la chance d'avoir des designers et des product managers qui sont extrêmement talentueux, que le niveau de ces personnes fait que je pense que la réussite du monde sur ces produits numériques, elle tient aussi beaucoup à ça. Donc, c'est déjà recruter les talents, parce que si tu as juste le framework, mais que derrière, bon, t'as pas les bonnes personnes, c'est pas ça qui va faire marcher le truc. Et après, je dirais que ce que tu dois adapter, c'est peut-être les rapports de force. Ils sont... Un PM, en fait, tu sais, on dit tout le temps, c'est le CEO du produit, mais sauf que le CEO du produit, en réalité, c'est très galvaudé ce message. Ça, tout à fait. En fait, un CEO, il a des pouvoirs de décision. Et en fait, un product manager, en réalité, il n'a pas le pouvoir de décision. En tout cas, moi, je te le dis chez moi, il n'a pas le pouvoir de décision sur, je sais pas, on va décider que c'est... culture US, ce message. Ouais. Il a un pouvoir d'orientation, peut-être. Exactement. Il a un pouvoir d'influence. C'est vraiment ça. Et une fois que tu as capté ça, c'est du coup, c'est comment est-ce que tu arrives déjà, je veux des product managers qui ont des convictions, parce que voilà, c'est justement pas juste des responsables du delivery qui vont prendre la commande, etc. C'est justement pas du tout leur rôle. Mais par contre, voilà, une fois que ils ont compris qu'en fait, ils vont avoir surtout un pouvoir d'influence et pas un pouvoir de décision, c'est comment en fait ils arrivent à convaincre, mais aussi écouter, s'interroger, se poser les bonnes questions, avoir tous les insights qui vont permettre d'orienter une décision qui va être la bonne selon eux pour le produit numérique. Et puis de toute façon, on est toujours orienté résultat. Donc après, on le met sur le marché, on teste, on voit, et puis ça marche ou ça marche pas. Et après, on prend la décision en conséquence en fonction du résultat. Mais je parlais de rapport de force parce que c'est vrai que quand tu travailles dans un média comme Le Monde, la rédaction, je ne vais pas dire autre chose, elle est très puissante. Voilà. Et elle a un pouvoir de décision qui est très élevé. Mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas bosser seuls. Ils savent très bien qu'ils ont besoin des équipes numériques et notamment product pour construire les produits numériques et l'exposition de leurs contenus éditoriaux au plus grand nombre. Juste en termes de reach, il faut quand même un peu imaginer ce que ça veut dire. Le print du Monde, il y a 80 000 abonnés papier et à peu près entre 20 et 30 000 ventes en kiosque tous les jours. Donc ça fait, tu vois, entre 100 000 et 300 000 personnes en fonction du nombre de personnes qui lisent le journal, qui sont à un moment donné exposées à un contenu dans le print. En moyenne, on fait 6 millions de visites sur nos supports numériques tous les jours. Donc, tu vois la différence. Et non, mais c'est important d'avoir ça en tête. C'est marquant. C'est marquant. Et en plus, je parle uniquement sur nos propres produits, là, c'est-à-dire sur le site et sur l'app.
Parce que si je parle même pas des vidéos sur YouTube ou oui, sur les voilà, réseaux direct. sociaux, etc. On fait 100 millions de vidéos vues tous les mois à peu près sur les plateformes que peuvent être TikTok, Insta, YouTube, etc. Donc, le reach, il est numérique. Quand un journaliste produit un contenu du Monde aujourd'hui, il sera vu à 95% sur le numérique et à 5% dans le papier. Voilà. Cela dit, ce référentiel, beaucoup de journalistes ne l'ont absolument pas encore au sein de la rédaction. Ça, c'est uniquement parce que l'acculturation au numérique prend un peu de temps encore, même quand on est le premier quotidien français et qu'on a 90% de nos abonnements numériques, il y a encore des étapes à franchir au sein de la rédaction là-dessus parce que ça prend un peu de temps. Voilà. Mais donc évidemment, ils savent très bien qu'on est incontournable pour eux, pour que les contenus éditoriaux soient exposés correctement. Mais par contre, c'est sûr qu'ils ont un poids très très fort parce qu'ils produisent de la matière première. Et donc, du coup, c'est plutôt ça, c'est plutôt comment arriver à travailler avec un acteur qui a un tel niveau d'exigence et une telle influence. Ça, c'est parfois un petit challenge pour nos équipes. Moi, j'ai déjà bossé dans des environnements où les rapports de force étaient un peu plus équilibrés. Là, il est quand même un petit peu en déséquilibre. Je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais en tout cas, voilà, c'est un challenge. Ouais. Non, mais après, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'industries. Mais c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Et là, donc, Ouais. forcément, il y a de la puissance et du pouvoir d'influence dessus. Claire, ma question, on a effleuré le sujet et j'ai envie de revenir un peu dessus. Comme tu disais, le Monde, c'est une société qui crée du contenu, et la richesse est dans le contenu. Le contenu est fortement, en ce moment, challengé par la Gen AI, par l'IA générative, qui est là pour travailler du contenu. On en parlait, ça bouscule le monde des médias. Comment vous vous positionnez en tant que leader, justement, là-dessus pour vous, est-ce que c'est un levier, un usage, des garde-fous? On en parlait aussi sur la ligne éditoriale, pas tomber dans la fake news, mais en même temps être véloce sur la production d'informations. J'aimais bien ta vision de te dire, on évite peut-être aussi les choses distractibles. Le bruit, la distraction versus les vrais mouvements de fond, les vraies informations de fond, etc. Comment vous arrivez à mettre la ligne là-dessus et quelle est la vision du coup du numérique global? Ouais. Depuis 10 ans, on a trouvé notre modèle économique. Aujourd'hui, le monde est bénéficiaire, ce qui n'était pas le cas pendant de nombreuses années. Et notre modèle économique, on l'a trouvé parce qu'on a bénéficié d'un contexte aussi on a été, je pense, on s'est bien organisé. Quand je dis on, moi je suis arrivé en 2022, donc je parle plutôt de ce qui s'est passé avant que j'arrive. Voilà. Mais déjà, nous, on a un média qui s'adresse globalement aux diplômés, ce qui fait beaucoup de gens, parce que ces dernières années, depuis plusieurs années, il y a une massification des diplômés. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'on est un média élitiste et qu'on ne cherche pas à parler, y compris à des personnes qui ne sont pas diplômées, mais simplement, c'est la première cible. Voilà, exactement. Ensuite, on est un média qui a très bien tiré parti de la période de l'âge d'or des moteurs de recherche, donc avec l'explosion Google, etc. Et parce qu'on est vite devenu une autorité là-dessus, et que donc, du coup, quand il y a des temps forts d'actualité, on est très bien identifié, à la fois par nos lecteurs, mais aussi par les moteurs, pour être des médias référents qui remontent dans les premières positions, etc. Et ensuite, on a fait le pari de l'abonnement il y a quelques années, dans un moment où, on s'en souvient pas, mais en fait, il y a 10-15 ans, l'abonnement, c'était un truc un peu has-been, quoi. Plus personne, il y a eu de l'achat à l'acte, mais c'était vraiment les trucs de parents, voilà, exactement. Et donc, finalement, on a fait le pari de l'abonnement et qui est redevenu quelque chose aujourd'hui, une référence, quoi. Voilà. Donc, exactement. Voilà. Maintenant, tout se fait par abonnement. Tu peux plus rien faire autrement. Ce qui crée quelques problèmes parce qu'à la fin du mois, tu cumules tellement d'abonnements que tu finis par faire des choix. Et notre enjeu, c'est qu'ils continuent à penser qu'il faut s'informer avec le monde. Voilà. Donc, on a vécu un peu un âge d'or, un alignement de planète là-dessus. Mais maintenant, c'est important de dire aussi que pendant ces 10 années, en fait, le monde s'autofinance. Donc, c'est par ce qu'on vend à nos lecteurs ou par des accords qu'on a que aujourd'hui on ramène du revenu et qu'on finance notre fonctionnement. Et on a aujourd'hui 550 journalistes alors qu'il y a quelques années il y en avait 300. Tu vois. Donc en plus on investit, il y a eu de la croissance dans la rédaction et on investit auprès des journalistes pour produire des contenus parce que en fait on sait que c'est ça qui fait qui crée de la valeur et que les lecteurs vont finir par s'abonner. Donc
Avec, depuis 2 ans, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, il y a plein de bouleversements qui se sont créés. Déjà les fonctionnements des moteurs de recherche qui se transforment et qui deviennent de plus en plus des moteurs de réponse, qui donc vont donner directement la réponse à une recherche de l'internaute et qui vont moins susciter le fait d'aller cliquer sur un lien pour aller visiter le site d'un éditeur. Ouais, ils rentrent presque en concurrence indirecte avec vous. Absolument, absolument. Voilà. Donc, et avec comment dire, l'audace de par contre s'appuyer sur nos contenus pour générer leurs réponses, mais sans nous envoyer le trafic. Donc, en fait, on est parti d'une relation qui était assez symétrique, assez équilibrée entre les GAFA, les moteurs et nous, avec un échange de services, voilà. Mais, enfin, même s'il y a eu des échanges avant sur les droits voisins, etc. Voilà. Mais c'était, voilà. Là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus asymétrique, de beaucoup plus déséquilibré. Et donc, qui nous pose, enfin, qui représente une menace sur notre trafic, et donc qui nous force à avoir une stratégie pour continuer à pérenniser le modèle économique du monde. Parce que si demain, la moitié de notre trafic disparaît, qu'est-ce qui va se passer ? Disparaît notamment à cause des moteurs de recherche. Et puis on va subir aussi, on l'a dit, la concurrence de nouveaux acteurs qui n'existaient pas, qui peuvent être des sites entiers des sites de news entièrement générés par des intelligences artificielles, dont la qualité, la fiabilité et la véracité sera pas du tout au niveau, et même est un enjeu pour nos démocraties, quoi. Voilà. Donc du coup, il faut qu'on soit en capacité de pérenniser notre savoir, enfin, notre exposition, notre visibilité et nos audiences. Donc pour ça, l'intelligence artificielle, évidemment, on va pas faire le choix de se dire elle n'existe pas, l'intelligence artificielle générative, je précise parce que l'intelligence artificielle, ça fait longtemps que ça existe et qu'en plus on l'utilise au monde. Mais donc on a pris un parti, c'est de se dire, avec les acteurs de la GenAI, soit en fait on signe des accords pour essayer de tirer le meilleur parti de ces solutions. Et ça nous apporte du revenu. Donc c'est ce qu'on a fait, notamment avec OpenAI, avec Perplexity, avec qui on a signé des accords. Et dans ces cas-là, bah oui, on peut OpenAI, on les laisse. Même les vannes à ce voilà, on les laisse. Alors il se trouve que c'est pas le cas avec Perplexity, mais avec OpenAI, on les laisse s'entraîner sur nos contenus, mais on a une rétribution financière et ça permet d'assurer des revenus pour continuer de développer, développer le monde. Donc on travaille avec OpenAI. On a d'ailleurs sur ChatGPT, c'est assez intéressant puisqu'on a accès à pas mal de données sur comment on ressort dans ChatGPT et comment les utilisateurs cliquent. Et en fait, on a aujourd'hui d'assez bons taux de conversion sur les lecteurs qui viennent de ChatGPT. En fait, les conversions sont meilleures que, par exemple, chez les lecteurs qui viennent de Discover sur Google. Okay. Voilà. Après, on n'a pas beaucoup de trafic. ChatGPT, ça reste quand même un moteur de réponse. Et donc, en fait, évidemment, ceux qui finissent par cliquer sur un lien, c'est parce qu'ils veulent vraiment en savoir plus. Et donc là, ils sont susceptibles de s'abonner. Ça, c'est le premier point. Donc, soit on signe des accords, soit on bloque ces acteurs pour pas qu'ils viennent s'entraîner sur nos contenus. Et après, l'autre point, c'est que on essaye de produire aussi ces expériences IA, elles créent de la valeur pour les lecteurs. Si tu vas sur ChatGPT, c'est parce que ça te propose un service que tu n'avais pas ailleurs avant. Et donc, nous, on essaye aussi de proposer des services qui s'appuient sur la GenAI, sur nos produits numériques, pour pouvoir amplifier l'expérience ou la diffusion des contenus. Donc c'est ce qu'on a fait notamment, je vais te donner 3 exemples. On a lancé un moteur de réponse qui s'appuie uniquement sur les contenus du monde avec Perplexity. Donc si tu as une question, je sais pas, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine la semaine dernière, tu peux poser cette question et le moteur de réponse qui est fait en partenariat va te faire une réponse et puis tu auras accès à des articles qui te permettront d'en savoir un peu plus. Et on s'appuie aussi sur l'intelligence artificielle générative pour générer des contenus plutôt de la modalité. C'est-à-dire qu'on traduit nos contenus en anglais pour l'édition Le Monde en anglais, qui est quand même révisé par une équipe de journalistes pour être sûr que voilà, tout va bien. Mais l'édition du Monde en anglais, on n'aurait probablement pas pu la faire si on n'avait pas eu d'intelligence artificielle générative qui s'occupe de cette traduction. Ça aurait coûté trop cher avec une agence de trad. Économique derrière. Non, voilà. Et par exemple, un autre exemple, on fait du text-to-speech. Donc, il est aujourd'hui possible d'écouter les articles audio du Monde. Et oui, voilà, ça peut avoir aussi dans une démarche d'accessibilité, mais même tout simplement, ça te permet d'écouter un article alors que tu es au sport, alors que tu es en voiture. Voilà, alors que quand tu ne peux pas tout à fait le lire. Donc ça, là, bien sûr que c'est un atout. Et ça, on le fait justement avec l'API d'OpenAI, quoi. Très clair. Voilà. Très clair. Et donc ça, c'est plutôt à destination des lecteurs, des clients et des lecteurs. En interne, est-ce que tu penses que ça va aussi révolutionner, bon, évidemment,
notre métier, ton métier, le métier des product managers, mais peut-être aussi, peut-être c'est un peu plus touchy, le métier des journalistes, de l'édito. Voilà, comment est-ce que vous avancez aussi sur ces réflexions-là de transformation, peut-être ou pas? Ouais. Oui, donc tout à fait, c'est une excellente question. Bien sûr que, il y a je pense que toutes les entreprises aujourd'hui, elles sont confrontées à quel est l'usage de l'intelligence artificielle dans leurs opérations? Comment est-ce qu'on peut augmenter l'efficacité du travail des équipes? Et évidemment, cette question, elle se pose autour du travail journalistique. Donc, moi, j'ai plutôt une approche là-dessus qui est se dire comment est-ce qu'on arrive à faire du journaliste augmenté grâce à ces technologies-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit augmenter le travail des journalistes, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est plutôt Les comment est-ce qu'on arrive à recentrer le travail des journalistes sur ce qui est de la création de valeur qui n'est pas réplicable par une intelligence artificielle. Donc, par exemple, aller faire une enquête, dénicher des informations que des puissants ne veulent pas voir révélées. Ça, c'est pas faire des interviews, c'est pas une intelligence artificielle générative qui va savoir faire ça. Donc ça, ce sera un vrai travail journalistique qui est essentiel. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à se dire comment est-ce qu'on peut essayer de utiliser l'intelligence artificielle générative pour libérer du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée et au contraire recentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée le travail des journalistes. Maintenant, c'est sûr que il y a, comme dans beaucoup d'organisations, il y a une certaine prudence ou méfiance vis-à-vis de ces nouvelles technologies qui seraient susceptibles de remplacer des tâches qui sont réalisées par des collaborateurs aujourd'hui. On a vu la semaine dernière là que Amazon allait licencier, je sais plus combien, 15 000, des milliers d'emplois, etc. Donc ces questions-là, elles sont réelles, ces menaces, elles sont tout à fait compréhensibles. Le Monde a quand même choisi il y a 1 an de s'équiper d'une charte qui a été écrite par la Société des rédacteurs, une charte sur l'intelligence artificielle qui s'appuie sur 4 piliers. La première, c'est qu'on n'utilisera jamais d'IA pour générer des contenus ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Voilà, donc ça doit toujours partir d'une production humaine. Voilà. Que par contre, on peut l'utiliser pour de la transformation. Donc c'est ce qu'on fait par exemple avec Le Monde en anglais ou avec l'audio. Que par contre, la publication se fera avec toujours à une révision humaine. Voilà. Et le 4e point, c'est aussi de se dire qu'on n'utilisera jamais d'IA pour faire de la génération d'images. Parce que là, il y a une rupture de confiance. Si nos lecteurs, quand ils viennent sur nos produits, ils ne savent pas si une image qu'ils voient est une image réelle ou une image générée, ça pose pas mal de questions. Donc, on a fait ce choix ici. Là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça permet d'imaginer la conception de produits au service des journalistes qui vont leur permettre d'accélérer éventuellement certaines tâches qu'ils réalisent. Donc, dans l'éditeur, par exemple, dans le CMS, on a pas mal... On sait qu'il y a des tâches qui sont des fois un peu rébarbatives ou un petit peu longues. Donc, on peut avoir des accélérateurs, des champs qui sont auto-suggérés pour des rubriques, pour des images, des médias qui pourraient être choisis, ce genre de choses, tu vois. Donc, mais c'est pareil. On fait des expériences, on le déploie à un petit groupe de journalistes qui le testent, qui nous disent, on le conçoit avec eux, qui voient si c'est efficace pour eux. On mesure aussi si ça accélère la production de telle ou telle tâche. Et c'est comme ça un peu qu'on y va, on y va par étapes. Et après, on communique aussi. Et on a des ambassadeurs aussi dans la rédaction qui sont des personnes qui sont un peu plus acculturées à ça et qui ont de l'appétit pour ça, qui elles-mêmes ensuite après peuvent essayer de diffuser ça de manière plus large au sein de la rédac. Mais voilà, je pense que je t'ai donné à peu près un petit peu les modes de fonctionnement. Mais oui, bien sûr, ça fait partie des axes de développement. Ouais, et sans révéler de secrets de chapelle, mais ma dernière question là-dessus, c'est vu que la GenAI, c'est presque cœur de métier pour vous, parce que c'est la production de contenu, où est-ce que ça va se situer dans l'organisation? Est-ce que c'est chez toi, en lien justement avec le métier? Et quelles sont les phases? Est-ce que c'est côté technique, data? Parce que ça, en fait, ça va être très transverse aussi comme sujet chez vous. Donc, comment tu le vois d'un point de vue organisationnel? Comment vous allez le structurer? Ouais. Au niveau opérationnel, on a plutôt une équipe. Alors, côté tech, le directeur technique et le directeur data, ils sont pas mal effectivement à l'initiative sur les différentes initiatives autour du déploiement de l'intelligence artificielle
au sein de nos opérations internes, Oui, voilà, parce qu'il faut ça doit s'accompagner de formation, de discussions avec les différentes instances, avec les différents titres du groupe, même les représentants du personnel, etc. Quand tu commences à déployer des outils de cet ordre-là, donc voilà. Et ensuite après, quand par contre on identifie que oui, on veut faire une évolution dans le CMS pour permettre l'accélération de telle tâche grâce à de l'intelligence artificielle générative, bah là, c'est l'équipe produit du CMS qui s'occupe de faire la discovery de ce projet, de travailler avec la rédaction et avec, bien sûr, l'encadrement ou l'aide de la direction data et technique autour de ces initiatives IA. Voilà. Et puis ensuite, après, on a aussi des partenariats avec OpenAI, avec Perplexity, donc on peut s'appuyer sur leurs API, etc., si c'est leur service qu'on utilise pour faire ça. Donc voilà, c'est à peu près comme ça qu'on est organisé. Mais le but, c'est que des initiatives IA, il y en ait dans toutes les feature teams et qu'en fait, finalement, ça fasse intrinsèquement partie du job d'un PM et d'un product designer d'imaginer la conception d'un produit numérique qui éventuellement s'appuie sur une brique d'IA générative, quoi. Ok, très clair. Super clair. Écoute, Quentin, moi j'en ai fini avec toutes mes questions. Je pense que j'ai suffisamment épuisé le sujet. Est-ce que tu as peut-être un sujet dont on n'a pas parlé, un élément pour la fin que tu voulais évoquer? On a parlé pas mal des enjeux liés à l'intelligence artificielle qui sont passionnants. Et peut-être pour dire que je pense qu'un de nos autres enjeux, qui à mon sens doit aussi de plus en plus habiter les équipes produits, c'est que les changements d'usage, ils sont aussi très importants. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la manière de consommer des contenus, elle est très différente chez les 15-24 ans et même les 15-34 ans qu'elle ne l'était pour nous-mêmes quand on avait cet âge-là. Et donc du coup, et je pense que un des enjeux dans la conception des produits numériques futurs aussi, c'est d'arriver à savoir comment on fait des produits qui sont attractifs pour les jeunes audiences. Pour les clients, les futurs clients. Ouais, exactement. Parce que nous, évidemment, notre futur lectorat, il faut qu'on investisse dessus, il est là. Oui. Donc c'est pour ça qu'on est présent sur ces plateformes. Mais arriver à rendre, parce que nous, on est quand même un média très institutionnel, une référence, mais continuer à arriver à faire que notre titre, il soit perçu comme attractif par ces audiences-là et qu'elles puissent trouver sur nos produits numériques directement des usages, une manière de faire qui est conforme à ce qu'ils cherchent, à leurs habitudes, à ce qu'ils apprécient. Ça, pour moi, c'est aussi un des gros enjeux du développement de notre produit numérique des années à venir, quoi. Intéressant, du coup, j'en profite. Un Snapchat, un TikTok, vous essayez de voir un petit peu quelle typologie d'usage, comment vous pouvez vous intégrer dans des Ah bah on est au-delà d'un médium presque. Ouais, bien sûr. Bien sûr. En fait, on est sur ces plateformes. On est présent sur ces plateformes depuis très longtemps, hein. D'ailleurs, Snapchat, je crois qu'on a eu un accord avec eux il y a plusieurs années. Alors, on est sur TikTok. On fait vraiment de l'audience là-bas, hein. Voilà, on a plusieurs millions de vues sur certaines vidéos sur TikTok. Et notre audience sur les plateformes vidéo, elle a doublé en un an parce qu'on est passé sur une stratégie de verticalisation de toutes nos vidéos. Avant, on avait pas mal d'horizontales encore. Et voilà, on est passé de 50 millions en moyenne par mois à 100 millions. Donc vraiment, mais après, l'idée, c'est bien les audiences là-bas, mais sauf que elles sont très dures à monétiser là-bas, etc. Donc du coup, c'est comment, si notre socle, c'est l'abonnement de nos revenus, c'est comment est-ce que tu arrives à envoyer ces lecteurs sur ta plateforme où tu vas pouvoir les convertir vers l'abonnement. Donc, mais pour ça, il faut aussi à la fois peut-être proposer des expériences IA parce que c'est ce qu'ils cherchent sur ChatGPT, etc. Mais il faut aussi proposer des expériences que les jeunes audiences aujourd'hui trouvent sur des plateformes sociales, sur nos propres produits, parce que c'est ici qu'on ira les toucher si on veut arriver à les convertir vers l'abonnement. Voilà, donc ça fait aussi partie des beaux enjeux pour la suite. Excellent. Bah, merci Quentin pour avec plaisir. Et du coup, peut-être après, si on se cherche à te joindre, à échanger avec toi. Ouais, bien sûr. Bah, je suis sur LinkedIn, donc vous pouvez. Voilà, bien sûr, pas de souci, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!